Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de déménagement d'entreprise, mais d'ailleurs pas n'importe lequel, déménagement écolo pour réemployer justement le mobilier, parce que parfois on ne sait pas quoi faire de son mobilier, et on en parlera avec Élise Denay-Boisiz, elle est directrice générale de France Armor, qui est une vieille marque, vous en avez peut-être entendu parler. Le cercle RH. On parle de démocratie. Alors c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de démocratie, de nos institutions et de la Ve République. La démocratie en entreprise. Est-ce que c'est possible? On en parlera avec Kevin Bourgeois, Caroline Diard et Xavier Pavie. Ils seront les invités du Cercle RH. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, les managers par accident. Bah oui, on est devenu manageuse ou manager par accident. C'est parfois un peu compliqué. On reviendra sur cette étude portée par Coralie Rachet. Elle est managing director chez Robert Walter, justement sur une étude sur ces managers par accident. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment déménager tout en étant écolo? On en parle avec Élise Denay-Boisiz, vous êtes directrice générale de France Armor, et vous allez nous raconter la story de cette entreprise incroyable, parce que cette marque, je la connaissais, marque de déménagement créée il y a 55 ans. Absolument. Simplement, l'entreprise a été reprise en 2022, et elle renaît de ses cendres. Racontez-moi, avec ce modèle de quoi? De récupération, on déménage et on récupère le mobilier, c'est ça? Absolument. France Armor a été créée en 1969, donc il y a 55 ans cette année. Et à l'occasion de sa reprise en 2022 par David Vass, qui est son président aujourd'hui, nous avons décidé de diversifier l'activité. Le déménagement, c'est une activité qui est historique, notamment le déménagement d'entreprises et de particuliers. L'idée aujourd'hui est de répondre à la démarche RSE de nos entreprises, qu'elles soient de très petites, de petites, moyennes entreprises ou de TI. Très grosse. L'idée, on la conçoit très simplement. Le déménageur vient et va, évidemment, ça c'est très classique, Oui. Vider l'ensemble de l'étage, de l'immeuble. Simplement, là, vous y rajoutez une brique. Vous lui dites, on récupère ton mobilier. Exactement. Aujourd'hui, il y a 2 millions de tonnes de mobilier qui est jeté par an en France. Dans des bennes, en déchetterie. Et sur ces 2 millions, il y a 250 000 tonnes qui correspondent à du mobilier de bureau. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est l'idée du coup de David Vass de reprendre le mobilier de bureau à l'occasion du déménagement et de le mettre à disposition des particuliers, des petites et moyennes entreprises qui créent leur entreprise, dans des espaces de stockage qui sont stockés en Normandie et aussi partout en France. Et à l'occasion de la reprise de mobilier, David Vass offre également la possibilité de tracer le mobilier qui est donné ou repris par nos services. Vous avez en fait un système de QR code. Et l'entreprise sait où est parti son bureau. Exactement. Quand une entreprise a besoin de démontrer qu'elle est investie dans sa démarche RSE, une ETI, tous les 7 ans, elle renouvelle son mobilier. Nous, on lui offre la possibilité de tracer son mobilier et de lui dire ton mobilier, il a été destiné à un particulier ou à une petite entreprise. Et il n'a pas fini en déchetterie discrètement. Exactement. Ce qui lui permet aussi de pouvoir justifier de normes RSE qui vont, je pense, être de plus en plus contraignantes pour les entreprises. Mais bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un travail de vous remettez en état, parce que j'imagine quand on change son mobilier, c'est qu'il est un peu usé, il est un peu abîmé. Oui. Il y a des ESAT, vous travaillez avec des ESAT, Exactement. ça c'est vraiment très intéressant. Mais complètement, et ça correspond véritablement à la démarche RSE dans laquelle on s'inclut, puisque vous avez un sujet d'inclusion qui est très fort dans notre groupe. Les ESAT nous aident, donc les ESAT, c'est des établissements adaptés de travailleurs handicapés, qui viennent nous aider à remettre en état le mobilier en question, même s'il est plutôt en très bon état, puisque même s'il est renouvelé tous les 7 ans, lorsque vous avez du mobilier de bureau, vous y passez du temps, certes, mais il n'est pas abîmé. On le voit parfois, on dit c'est du gâchis de se séparer de ce mobilier. Absolument. Et donc, on permet également à des personnes en situation de handicap de venir travailler dans nos ateliers pour le remettre en état. Ensuite, qu'on soit bien d'accord, parce que je pense que ça va faire des émules, on peut trouver vos mobiliers à quel endroit? Parce qu'une fois que vous les avez récupérés, vous les avez nettoyés, vous les avez un tout petit peu réajustés, partout, c'est le maillage de France Armor qui va permettre de pouvoir trouver les meubles partout en France? Alors, aujourd'hui,
Nous avons un réseau de 60 agences au sein du réseau France Armor. D'accord. Physiquement, notre showroom est situé en Normandie, à Évreux. Donc il faut aller à Évreux si on veut trouver son mobilier. D'accord. Exactement. Là, vous avez le showroom qui est installé. En revanche, peu importe où vous habitez partout en France, nous pouvons vous livrer le mobilier en question. Et pour pouvoir avoir accès au mobilier, vous avez le site internet. Oui. Sur lequel vous pouvez consulter tout notre mobilier. Ouais. Et demain, ce sera même un site de e-commerce, c'est-à-dire que vous pourrez juste cliquer, mettre le meuble dans votre panier et le récupérer chez vous à domicile. Donc c'est de l'upcycling, puisque c'est comme ça que l'on dit, c'est le mot utilisé, c'est-à-dire donner une deuxième vie à des objets, oui, avec un site internet, un site à Évreux, et ensuite, j'imagine, dans très très peu de temps, la possibilité de pouvoir mettre mes 10 bureaux sur le panier. Et vous les livrez ensuite ? On les livre. Et vous les livrez ensuite derrière. Qu'on soit d'accord, on achète vos meubles, on les rachète. Hein. On les rachète, sauf que vous ne les rachetez pas à prix fort, neuf. Il est en très bon état, mais le prix que vous allez payer, il sera divisé par 5. Par 5. Et là-dessus, il faut rajouter, pour rentrer dans les détails, la livraison qui permettra à l'entreprise de se faire livrer. Exactement. Ce qui est bien normal. Les objectifs, c'est quoi ? Vous me l'avez déjà un peu dit, mais c'est le site pour avoir une marketplace, oui, et d'aller le plus largement possible sur le territoire. Absolument, et de développer véritablement notre chiffre d'affaires sur le réemploi de mobilier. Notre objectif, il est de tripler notre chiffre d'affaires sur le réemploi de mobilier. On est aujourd'hui à 20-25 000 produits. On souhaite passer à 70 000 produits d'ici 2 ans. Et de réduire évidemment ce gâchis, ces déchets de mobilier qu'on retrouve dans des bennes et qui sont brûlés la plupart du temps derrière. Hein. Exactement. Et qui créent évidemment une pollution atmosphérique derrière. Merci Élise Denay. Avec plaisir, Arnaud. Directrice générale de France Armor. À la fois c'est une très belle saga, une très belle histoire, et puis c'est une très belle aventure de transformation de modèle économique d'une entreprise qui garde son activité de cœur de métier, mais qui se transforme. Merci de nous avoir. J'en suis ravie. Merci. C'était un plaisir. La suite de notre programme, le cercle RH. Un autre sujet, la démocratie et l'entreprise. Est-ce que ce sont des faux amis ? Est-ce qu'on peut parler de démocratie en entreprise ? On en parle avec des experts, des philosophes et des experts de ce sujet. Je les accueille juste après le jingle. Le cercle RH, notre débat pour parler de la démocratie. Non, pas la démocratie de la Ve République qui ne va pas bien, de la démocratie en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que ce sont de faux amis ou est-ce que réellement un salarié peut agir comme un électeur, comme un citoyen engagé ? C'est pas si simple. On en parle avec mes invités. Caroline Dia, ravie de vous accueillir, habituée de l'émission, professeur associé TBS Éducation, département management des affaires, ressources humaines et droit des affaires, auteur de plusieurs livres. À vos côtés, Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermood. J'ai l'impression que c'était un groupe de musique, votre boîte. Et non, pourtant j'ai la frange et le look, mais... Je vous l'ai déjà fait, hein, ça. Hein. Vous vous rappelez. Xavier Pavie, ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, auteur de beaucoup de livres que vous avez présentés sur ce plateau, avec un prochain livre qui va sortir et dont une partie sera consacrée à la démocratie et à l'entreprise. Je me tourne juste vers vous, le philosophe. Quand on voit la situation actuelle là, autour de notre système, de cette Ve République, de ce blocage institutionnel d'une démocratie un peu malade, est-ce que c'est pas un peu osé de vouloir imposer la démocratie en entreprise ? C'est deux choses différentes, mais il faut toujours avoir en tête que la question de la démocratie, donc le pouvoir par le peuple, tel que le grec nous le dit, démos, c'est kratia en fait, qui est l'origine grecque, elle a plusieurs formes. Et elle va évoluer à travers le temps. C'est-à-dire que la démocratie, on met un peu tout ce qu'on veut derrière. C'est un peu un mot valise. Et c'est un peu l'enjeu d'ailleurs dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie en entreprise, de quoi on parle ? Et probablement pas de la question grecque. Très rapidement. D'accord. Oui, si par exemple on peut dire qu'il y a de la démocratie en entreprise par l'exclusion de certains, comme il y avait l'exclusion des femmes et des esclaves par exemple, alors on peut peut-être dire qu'il y en a en entreprise. Parce qu'il y a des exclus, évidemment. Si l'on dit, ah ben non, mais en fait, ça va être en fonction de ce que l'on veut dire derrière le mot démocratie, on peut mettre tout derrière. Mais il y a besoin de définir un tout petit peu ce qu'est la démocratie. On est d'accord. Et à partir de quoi nous parlons ? Est-ce que c'est la démocratie historique ou est-ce que c'est la démocratie gaullienne ? Est-ce que c'est la démocratie de Churchill ? Ce n'est pas la même. Est-ce que c'est la démocratie d'un pays asiatique dans une république comme Singapour ? Est-ce que c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à l'évidence, on a des démocraties qui veulent tout et rien dire. La démocratie, pardonnez-moi, mais là, on parlait sous le
découverte du philosophe qui nous resituait les enjeux historiques de ce mot, mais elle existe, la démocratie, Caroline Viard. Enfin, quand on parle à un chef d'entreprise, il vous dit, moi j'ai un conseil d'administration, j'ai des élus, salariés, syndicaux ou pas, qui sont représentants, on peut discuter, elle existe, il y a le dialogue social. Effectivement, il y a une forme de démocratie à travers le dialogue social. Alors, le dialogue social a été renforcé avec les lois Roux en 82. On a eu ensuite les lois Rebsamen en 2015. Tout à fait. Et le dialogue social permet à des salariés d'être représentés. Donc, c'est une voie d'expression qui est une voie d'expression par la représentation. La démocratie représentative. Après, il y a aussi une autre forme de démocratie dans l'entreprise qui est la démocratie participative, que l'on connaît moins, mais qui existe notamment dans une forme particulière de société qui est la SCOP. Oui. Et il y a aussi un vieux fonctionnement managérial dont on ne parle plus vraiment, mais qui a permis de poser les bases du fonctionnement en mode projet. C'est ce qu'on appelait autrefois les cercles de qualité. Alors, c'est un terme qui a un peu disparu, qui était très à la mode dans les années 70-80 et notamment dans des usines, donc plutôt des activités industrielles, où on faisait participer les ouvriers. Versus entreprise libérée, où chacun va avoir un rôle à jouer sur le fonctionnement de sa machine, et c'est pas le manager qui va donner son avis, c'est lui qui va dire il faut visser dans ce sens-là ou de l'autre. C'est ça auquel vous faites référence. C'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est de faire participer les collaborateurs, donc historiquement les ouvriers, à l'innovation, et l'innovation, qu'elle soit technique ou qu'elle soit organisationnelle. Mais Kevin Bourgeois, je ne dis pas ça parce que vous faites partie du plus jeune de cette table, même si on est évidemment excessivement jeune, mais il y a aussi quand même un mouvement chez les jeunes salariés aujourd'hui d'imposer une forme de démocratie, non pas représentative, c'est-à-dire un contournement du dialogue social, mais une démocratie directe, c'est-à-dire avoir un dialogue presque référendaire, disant au patron, écoutez, nous on joue plus ce jeu avec vous, on voudrait ça, on veut ça. On le voit dans l'entreprise, il y a des bras de fer, et il y a même des négos pendant le recrutement de jeunes cadres qui disent « mais moi je ne viens pas chez vous ». Si on est finalement dans une sorte de démocratie très directe là. Oui, tout à fait, parce que la démocratie, ce qu'on voit en entreprise, c'est ses outils. Ce n'est pas le salarié qui se dirige lui-même, on prend les outils par exemple, comme le référendum. Vous avez l'écoute directe en entreprise, c'est ce qu'on fait. Le problème de la démocratie représentative en entreprise, c'est que dans la République, vous élisez votre maire, votre préfet, etc. Là, votre député plutôt. Votre député. Parce que le préfet n'est pas élu. Oui, c'est vrai. Si certains le voudraient. Si certains le veuillent, mais le préfet n'est pas élu démocratiquement. On verra dans la 6e. Ni le procureur de la République. Et le problème dans l'entreprise, c'est que qui vous représente, c'est votre manager, mais lui, il est élu par le haut. Exact. C'est pas vous qui l'élisez directement. Bien sûr. D'où cette démocratie plus directe, où on va parler directement au patron. Et ça, c'est le propos de Supermoon de notre entreprise, c'est de donner une voix aux salariés pour qu'au moins le patron puisse prendre en compte ce qui se passe sur le terrain. Et vous vous rendez compte, là, les syndicats qui nous regardent, représentatifs, les 6 syndicats, mais ils se disent, mais qui est ce gars qui est en train de nous contourner le pouvoir que l'on a? Vous en avez conscience de ça? On en a conscience, non, parce que... Enfin oui, on en a conscience, mais on intègre toujours les syndicats. Leur but, c'est d'avoir la plus grande représentativité. C'est ça. Et ils sont aussi sur sur des solutions, pas que sur de la récolte. Donc on est plutôt copains avec les syndicats. Bien sûr. Mais on vient faire une bonne poignée de main entre les syndicats et la direction. Généralement, on est liant. Compte tenu, je donne la parole à Xavier Pavic, qui a une désyndicalisation en France avec un très faible taux de syndicalisation. Donc les syndicats sont peu représentatifs. Comment on fait pour la réinstaller? Parce que dans le chapitre que vous m'avez gentiment envoyé de ce futur livre magnifique, vous évoquez quand même des modèles, Marc Sangnier, le Sillon, des modèles d'éducation, de démocratie, du mouvement ouvrier, des ouvriers. Ça fait longtemps qu'on y pense à cette démocratie. Il y a ça, Arnaud, vous avez raison. Néanmoins, même quand on cite des exemples tels que vous les notez, on parle de quoi? On parle de 0,1% des entreprises qui font ça. C'est-à-dire que, concrètement, quand on parle de démocratie, ça n'en est pas. La démocratie, c'est pas simplement on écoute, on essaye d'entendre ou on essaye de faire en sorte qu'il y a le mot démocratie dedans. C'est pas du tout ça. La question de la démocratie, c'est la parole de tous, pas simplement qui sont représentés. Quand vous dites, par exemple, l'élection d'un manager, non, il est nommé. Il n'est pas élu le manager. Souvent, il est nommé le manager. Oui, ce qui est pas. Vous avez dit, Élie, une élection. Il est élu par le haut.
Il est élu par le haut, Voilà. ça veut dire une nomination. Nommé. Exactement, c'est ça, il est nommé. ce n'est C'est pas un une préfet. démocratie. C'est un préfet. Donc ce n'est pas une démocratie. La deuxième chose, c'est la question, est-ce que tout le monde a la parole et où on a la parole? Et la troisième qu'on oublie ici autour de la table, c'est la question de l'égalité. C'est-à-dire que quand vous avez le patron qui arrive avec son chauffeur, quand il arrive avec son téléphone portable payé par l'entreprise, quand il arrive avec l'ensemble de ses avantages et que les autres ne l'ont pas, on n'est pas en démocratie. Donc on peut appeler ça, si vous voulez, oui, c'est une forme de démocratie, un peu de démocratie, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a ou pas du pouvoir par le peuple, la réponse est oui ou la réponse est non. Et l'entreprise n'a aucun intérêt à ce que le peuple prenne la position. Mais- Elle sert... Allez, Caroline Diard, juste un mot quand même, parce que l'entreprise ne naît pas d'un fondement institutionnel politique, il naît de la création d'un capital qui a été créé. Privé, Et donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué d'avoir ce débat ensemble, puisque c'est un manager. Alors vous dites parfois qu'il peut être despotique, qu'il peut être dirigeant dur, mais enfin, je veux dire, c'est lui qui pilote sa boîte et il en fait ce qu'il veut. Enfin, excusez-moi Mais de... peut-être qu'il ne faut pas de démocratie en entreprise. Ah non, et mais- c'est pas grave. Ah, d'accord, mais c'est pour ça C'est pas que- grave. c'est pour ça qu'il y a L'idée, débat. c'est pas de s'acheter des mots qui Exactement. ne sont pas la réalité du terrain. Alors, Caroline. le droit prévoit une forme de démocratie avec la possibilité, dans certaines situations et sur certains thèmes qui sont codifiés dans le Code du travail, d'organiser des référendums. Notamment sur l'épargne salariale, on fait des référendums à la majorité des 2/3. Oui. On peut le faire aussi sur l'aménagement du temps de travail. Alors, il y a des thèmes sur lesquels c'est totalement interdit. C'est-à-dire que sur le SMIC, on ne fait pas de référendum dans l'entreprise. Donc, il y a des choses qui Non, on ne fait vont pas non plus dans la société. dans la société non plus. Donc en fait, on va réformer entre guillemets par décret, alors que sur d'autres thèmes, curieusement, qui sont quand même assez limités, on va permettre une expression d'une majorité, puisque la majorité des 2/3, de pouvoir s'exprimer via le référendum. Alors je parle du référendum parce qu'il est à part de l'accord d'entreprise, parce que l'accord d'entreprise, c'est pas le salarié qui participe, Non, ce c'est sont les le représentants. salarié via son représentant, qui est issu d'un syndicat qui déjà lui-même est représentatif. Donc finalement, on est dans une forme de démocratie qui est un peu éloignée. Alors que le référendum, c'est la direct. possibilité directement, effectivement, de s'exprimer sur un sujet. Alors après, la question est, est-on bien informé sur ce sujet? Parce que si on vous demande de voter sur un contenu en matière de rémunération de l'épargne, est-ce qu'un salarié Très est technique. suffisamment informé pour pouvoir donner sa voix? Vous avez d'autant plus raison que la démocratie, historiquement, inclut une notion d'éducation et de formation à cela. Marc Sangnier, j'y reviens. Marc Sangnier, effectivement, ce chrétien fervent défenseur du droit des ouvriers, mais comme Godin à l'époque, Exact. comme d'autres qui, effectivement, l'éducation est extrêmement importante pour eux, pour qu'ils puissent prendre part à cela. Je voyais réagir, parce que on avait fait une émission il y a quelques mois sur ce plateau, sur les lanceurs d'alerte, et quand j'avais fait cette émission, je m'étais dit, tiens, où on va sécuriser le lanceur d'alerte dans sa posture, dans les mots qu'il va prononcer, et parfois qui sont à l'encontre de la direction. Ça aussi, c'est un élément supplémentaire quand même d'une forme d'accompagnement du collaborateur pour le laisser s'exprimer librement. Et le lanceur d'alerte en est l'incarnation. On est en plein débat sur les Girondins contre les Jacobins. Mais exactement. C'est globalement, est-ce qu'on prend la voix du peuple directement ou est-ce qu'on la filtre? Mais c'est pas bon pour un patron, excusez-moi. Un chef d'entreprise n'a pas Alors, spécialement envie que son peuple Bah, crie dans les usines. Non, il peut canaliser cette discussion. Par contre, un chef d'entreprise qui est complètement coupé de sa base, d'ailleurs c'est ce que dit Machiavel, il dit un prince pour connaître les princes doit être peuple, il doit prendre la place du peuple, et pour connaître le peuple doit être prince. Et donc c'est ça qui est important pour un dirigeant, c'est de comprendre son entreprise comme elle fonctionne, et ensuite d'agir. Mais on se joue de mots, excusez-moi Kevin, est-ce qu'on se joue de mots lorsqu'on lance sur un plateau de télé démocratie entreprise? S'il n'y a pas de démocratie entreprise, est-ce que c'est si grave? On a tous été d'accord qu'il n'y en a pas. Par contre, la démocratie... Voilà, c'est bien, c'est Voilà. bien le point. Voilà, on est d'accord. Par contre, il y a des outils et des valeurs qui sont portés par la démocratie et qui peuvent être utiles ou non au chef d'entreprise, à l'entreprise ou aux salariés. Vous êtes tous d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a un petit pas de côté que peut faire Caroline Moi, Diard? je pense que Je vous vais sens faire- plus modéré. Je vais faire le pas de côté parce que je trouve que l'évolution du droit social a fait qu'on facilite l'expression des salariés. Alors, je mesure mes mots quand je parle d'expression. Vous voyez que j'emploie pas le terme démocratie, je vais peut-être pas aussi loin, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une démarche qui va dans le sens de laisser le salarié choisir un certain nombre d'éléments de ses conditions de travail.
est-ce que entreprise à mission, est-ce que tous ces concepts qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont très concrets, qui demandent à l'entreprise un effort, est-ce que c'est un élément, un pas de plus vers une forme de démocratie? Oui, alors avec les guillemets que l'on peut entendre ou voir, à l'évidence, les entreprises libérées, les entreprises à mission, les scopes, il y a des patrons qui se font aussi élire, qui remettent. Mais on a tous ces exemples-là en tête, mais on parle de 3, 4, 5 exemples qui effectivement disent chaque année je remets en scène, et c'est l'exemple de Machiavel effectivement en disant je vais effectivement demander au peuple, etc. On sait aussi la finalité de Machiavel derrière, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire une illusion, c'est une illusion de ce que l'on pourrait faire. L'entreprise n'est pas fondée pour que le peuple puisse s'exprimer. Elle n'est pas fondée comme ça, et même dans les entreprises paternalistes du 19e siècle, nous n'avions pas ça. Il y avait effectivement la volonté de développer le peuple, et à ce titre-là, ça peut exister. L'éduquer, évidemment, à ce titre-là, c'est tout à fait noble. Et c'est au contraire, je crois, respecter les salariés que de montrer qu'il n'y a pas de démocratie. Peut-être pour le bon, peut-être pour le mauvais, mais au moins ne pas donner l'illusion aux salariés, si, vous allez avoir des représentants syndicaux ou des représentants du personnel, mais d'ailleurs on fera ce qu'on veut. La meilleure façon de ne pas avoir confiance, c'est effectivement de tromper quelqu'un avec des mots ou avec une forme de démocratie. Un petit pincement de... Je ne vous sentis pas d'accord. Ouais, un vrai pincement de sourcil. C'est peut-être jouer sur la définition, mais il y a l'expression et il y a la décision. Et la démocratie englobe les deux. Mais en tout cas, au niveau de l'expression, c'est mon métier. On travaille avec un tiers du CAC 40 qui interroge ses collaborateurs, non pas pour avoir une vertu et créer une illusion, mais pour de la performance. Parce qu'en interrogeant le peuple, donc le salarié, et savoir ce qui se passe sur le terrain, vous anticipez tous les risques psychosociaux par exemple, vous innovez parce que c'est le salarié qui est au contact du client direct, et donc cette notion d'expression, elle est extrêmement importante. Et un contrôle social peut-être? Alors nous, c'est pas ce qu'on constate, mais en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, on canalise une discussion. C'est pour ça. Par contre, attention aux surpromesses, on ne dit pas que vous êtes vous salariés de la décision. Ouais. C'est vous exprimez, ensuite le manager ou la RH. On en revient à la structure de l'entreprise. Voilà, décide, et c'est souvent top-down. Voilà, c'est extrêmement clé. Et Caroline. Pardon, non, mais c'est extrêmement clé. C'est-à-dire qu'avoir effectivement une connaissance de ce qui se passe, c'est par exemple, y compris pour les gouvernements, pour garder la question de la démocratie, quand ils passent à côté de sentir les gilets jaunes, lorsqu'ils passent à côté de l'ensemble des grèves ou des manifestations, c'est bien qu'ils sont complètement coupés d'un manque d'expression qui n'est pas dans les urnes. Parce que de toute façon, la majorité ne vote pas. Et ce qui peut arriver en entreprise, d'ailleurs. On peut avoir un service qui dérive. Caroline Diard, en conclusion. Peut-être dire que la structure la plus démocratique, c'est la SCOP, Société coopérative et participative. Clairement. Puisqu'en fait, le capital est variable. Donc, on va entrer au capital. On aura donc un droit de vote et des parts. Et on pourra sortir du capital en récupérant son capital, en récupérant sa mise. Donc je pense que c'est la forme juridique. Vous évoquiez, Arnaud, la notion de structure, et c'est la structure peut-être la plus appropriée aujourd'hui. La plus démocratique, pour revenir à la définition de... Pour revenir à votre définition. Parce qu'il est effectivement impliqué lui-même, et il est lui-même l'actionnaire de la réalisation qu'il peut, à laquelle il peut participer. En tout cas, qui est partagée. Ouais. À suivre ce débat sur la démocratie en entreprise, et puis j'ai envie de vous dire sur le débat de notre démocratie aujourd'hui et de nos institutions, parce qu'on est en plein dedans, donc ça fait écho évidemment entre l'entreprise et ce que nous vivons en tant que citoyens. Merci à vous trois, merci à vous Caroline Diard, professeure associée département management des ressources humaines et droit des affaires. Merci à Kevin Bourgeois, Supermood, qui serre la main au syndicat et la main dans la main. Et à la direction, j'ai deux mains. Et c'est très très pratique. Et Xavier Pavie qui écrit d'une main, philosophe, professeur à l'ESSEC, avec un prochain livre à sortir que vous viendrez nous présenter sur ce plateau. Merci à vous trois. On termine notre émission avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille Coralie Rachet. Bonjour Coralie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, managing director chez Robert Walters. Et vous avez sous le bras une étude, ou en tout cas une analyse que porte Robert Walters sur ces managers par accident. Alors je mets manager ou manageuse par accident. Merci. Comment vous avez découvert, ce concept? On parle de boring, on parle de mots qui apparaissent. Comment est arrivé ce concept ou cette situation de vie? Alors, comment est arrivé? D'abord, c'est un phénomène qui a été décrypté par les Anglais. Ils ont appelé ça l'accidental manager. Ça a été lancé par le CMI.
On fait partie d'un groupe international, donc une enquête qui a été faite au niveau international. On l'a repris sur la France, sur un panel de 600 cadres, pour voir ce phénomène. Le phénomène, ça correspond à des choses qu'on a tous vécues, mais qui correspondent à des promotions de leaders, de managers, sans tellement de préparation, d'accompagnement, de formation, ou parfois même pas d'augmentation de salaire. Voilà, vous avez dû voir des chiffres. 57% de notre panel répondent qu'ils ont eu ce sentiment de ne pas être soutenus. Plus de la moitié qu'ils ont eu l'impression d'avoir une promotion sous le manteau de manière très discrète. Et 25% d'entre eux n'ont pas été augmentés dans le cadre de promotion. Et 35 n'ont pas reçu de formation. Et 35, pas de formation. Ce que vous dites là en creux quand même, vous qui vous intéressez à tous ces sujets de recrutement, ça veut dire que parfois on choisit le manager un peu par défaut, on bouche le trou. Comment on explique qu'on n'accompagne pas le manager et qu'on ne l'arme pas pour qu'il ait toute la confiance lorsqu'il prend son poste? Parce que c'est ça qui va se poser. Il n'aura pas confiance en lui. Oui, il peut y avoir un risque et c'est pour ça qu'on pousse. En plus, le contexte est particulièrement challenging pour nos managers. On parle de transformation, on parle de cycles qui s'accélèrent, de managers qui doivent s'adapter sur du télétravail, sur des nouvelles générations qui cohabitent. Donc, la raison aussi de cet article c'est de rappeler que dans ce contexte-là, on a besoin d'avoir un soin particulier. Mais oui. Est-ce que ça a été une promotion par défaut ? Oui et non. Ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est que c'est probablement souvent des sujets de mobilité interne, plus que recrutement externe. C'est ça. Et que dans le cadre de mobilité interne, il est peut-être aussi intéressant de sonder d'un petit peu plus près les appétences des candidats, de se dire qu'on est en capacité de créer des filières alternatives. Il y a beaucoup de groupes dans le monde du conseil qui... donc on a ça en recrutement externe et en interne, de se dire on peut évoluer et peut-être pas que nécessairement sur un rôle de manager. Pour éviter des déconvenus. Le fait qu'on ne donne pas d'augmentation, enfin, je veux dire, symboliquement, c'est pas rien. Et je parlais des manageuses. On lui dit quoi on lui dit quoi à cette femme? On lui dit, écoute, fais tes preuves, et puis on verra si on t'augmente. C'est ça qu'on lui dit. C'est quand même compliqué de démarrer son poste de manageuse comme ça, non? Enfin, je vois sourire, parce que souvent les femmes... Vous savez que le sujet de la femme et de la parité, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et oui. Non, mais je mets le doigt sur un vrai sujet ou pas? Non, vous avez raison. Dans l'enquête, en l'occurrence, on parle du syndrome de l'imposteur. Bah oui. On parle de 14% de tout notre panel qui a répondu avoir ce sentiment-là, et le double pour les femmes, 26%, un peu moins du double, et qui vient rappeler la nécessité d'avoir une responsabilité sociale, sociétale, de travailler ce sujet de la parité. Donc c'est sur le sujet de la rémunération, mais aussi de cette capacité de confiance. Donc on a encore du boulot, on sait qu'on a encore... On te fait à moitié confiance. On te fait confiance, on te nomme manageuse, mais qu'à moitié, parce que tu n'as pas le salaire. C'est dur ça quand même. C'est dur, encore une fois, on parle de 25%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est des perceptions, ça reste des perceptions et des déclarations qui questionnent. Après, il y a d'autres manières de faire d'autres packages que l'augmentation, de les accompagner. Vrai. Ce sur quoi on insiste beaucoup, nous, dans cette enquête, c'est sur les besoins de formation, d'accompagnement, qui ne sont pas nécessairement qu'un investissement lourd financier, ça peut être du mentoring, il y a plein de techniques. Et puis tout le sujet de la valorisation et de la communication. Vous avez raison, ça peut être un accompagnement de coaching au départ pour mettre en selle et puis ensuite libérer le manager. Dans votre étude, quand même, les managers disent qu'ils n'ont pas demandé de formation et s'ils n'ont pas demandé, c'est que 55% d'entre eux déplorent un manque de temps. C'est-à-dire que très vite, ils sont mis dans la marmite brûlante. Hein. C'est le principe des promotions, c'est le principe d'une forme de surcharge, de prise en compte. Après, charge et aux managers de mettre ça en forme de priorité, de continuer à le demander. Vous avez quand même 7 personnes sur 10 qui demandent une formation en management. Et comme vous le rappeliez, 35% qui disent ne jamais avoir été formés sur les pratiques de management. C'est passionnant ce sujet parce que c'est un peu une zone grise qui n'est jamais véritablement adressée et que vous adressez à travers cette étude. Alors elle était mondiale. Et elle était mondiale, on l'a mis en France et j'avais à cœur de faire cette étude aussi parce que j'ai un phénomène qui me plaît moyennement, qui a été renforcé par les réseaux sociaux, qui vient décrier la place des managers sur lequel on a une espèce de bashing. C'est clairement. Et de déresponsabilisation d'un certain nombre de collaborateurs. Et j'ai à cœur de dire, ils ont un rôle hyper stratégique, mais chacun doit... Venez nous en reparler, Coralie, dans un débat justement autour de ce bashing des managers, parce que c'est un des thèmes qu'on envisage de traiter. Ça sera avec grand plaisir, Arnaud, je prends l'invitation. Avec plaisir, et c'est noté, et c'est même enregistré. Managing Director chez Robert Walters, avec cette étude française. Merci à vous, merci à toute l'équipe, Théo à la réalisation, Saïd au son, et merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à vous pour vos messages, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.